Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Théorie et pratiques infirmières. Si vous découvrez la chaîne, je suis Cédric Blandin, infirmier, cadre de santé et formateur en institut de formation en soins infirmiers. Avant de débuter, je vous indique que vous trouverez à la fin de la vidéo une situation sur laquelle vous allez pouvoir vous exercer. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous ce que j'ai compris des diagnostics infirmiers en m'appuyant sur deux ouvrages. Le premier ouvrage est celui de la NANDA-I, North American Nurse Diagnosis Association International, publié chez Elsevier-Masson et qui s'intitule Diagnostic infirmier, définition et classification 2024-2026, 13e édition. Le second ouvrage est celui de Linda Jual Carpenito, également publié chez Elsevier-Masson, et qui s'appelle Manuel de diagnostic infirmier, 16e édition. Les étudiants et les formateurs l'identifient comme le Carpenito. Il est considéré comme un ouvrage de référence pour ceux qui s'intéressent au diagnostic infirmier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un diagnostic? Qui en pose au quotidien? Bien sûr, on pense immédiatement aux médecins, aux diagnostics médicaux. Mais un garagiste pose également un diagnostic. Un diagnostic va s'appuyer sur plusieurs paramètres. Le premier d'entre eux sera la compétence liée à l'expertise dans le domaine professionnel. En effet, en fonction de la place d'où l'on parle, notre observation de la situation, notre compréhension, nos choix d'intervention, et notre capacité à réfléchir sur les gestes qu'on aura posés seront différentes selon que l'on soit novice ou expert. Notre bagage professionnel, pour les infirmiers notre bagage infirmier, va être nourri de l'ensemble des connaissances que l'on aura acquis au fur et à mesure du temps, nos valeurs professionnelles et personnelles, ainsi que nos croyances, la connaissance que l'on aura acquis de la personne qu'on accompagne, mais aussi le contexte social et politique. Avant de poser un diagnostic infirmier, l'infirmière utilisera donc l'ensemble de ses connaissances pour établir un recueil de données spécifiques aux besoins de la personne, pour laquelle elle repérera ses capacités et ses incapacités d'un côté, mais aussi la perception qu'elle a de ses symptômes. Dans un second temps, elle interprétera les données recueillies à l'aide de ses connaissances cliniques, de ses expériences antérieures au cours desquelles elle aura appris à identifier des récurrences dans les prises en charge, dans la symptomatologie, ce qu'on pourra appeler des schémas typiques ou des portraits cliniques. Elle interprétera également le récit de ce que dit la personne, de ce qui lui arrive, de comment elle vit sa situation, des conséquences dans son quotidien. L'infirmière envisagera alors d'agir ou de ne pas agir en fonction de son analyse de la situation. Pour cela, elle identifiera les besoins insatisfaits en santé de la personne et envisagera un projet de soins. C'est ici que les diagnostics infirmiers interviennent. Dans l'ouvrage Diagnostic infirmier 13e édition de la NANDA de 2024-2026, le jugement clinique infirmier est nommé inférence. Cette inférence est définie comme une conclusion ou une déduction tirée de preuves et d'un raisonnement logique qui va au-delà des données ou des énoncés explicites ou directement présentés. Les théories de soins peuvent directement ou indirectement venir soutenir l'interprétation des données en apportant un éclairage spécifique. Si par exemple l'infirmière utilise la théorie de gestion des symptômes, elle identifiera les symptômes que ressent le patient, les réponses qu'il met en œuvre pour y répondre. Elle évaluera alors si ces réponses sont efficaces ou non. Elle envisagera alors des stratégies de gestion des symptômes
avec le patient et ses proches, les professionnels de santé et d'autres partenaires. Autre exemple, si j'utilise la théorie des besoins de Virginia Anderson, je vais identifier les besoins perturbés, les capacités et les incapacités, son autonomie et son degré de dépendance. Notre jugement clinique, qui peut être posé sous forme de diagnostic infirmier, résultera du raisonnement clinique et soutiendra le raisonnement clinique. Les actions qui seront proposées au travers des objectifs de soins, du projet de soins et des résultats attendus seront analysées au travers des réactions de la personne et de la diminution du ou de ses symptômes. Il est possible que vous ayez reconnu le modèle de jugement clinique infirmier de Christine Tanner de 2006, traduit et adapté par Patrick Lavoie et ses co-auteurs en 2021. Et c'est normal, sinon je vous invite à découvrir les vidéos sur ce sujet. Mais pourquoi poser un diagnostic infirmier? Pourquoi ne pas utiliser exclusivement le diagnostic médical comme base de référence? Est-ce qu'il s'agit ici d'opposer médical et paramédical? Clairement non. Maximilian Ansbauer, du département de médecine clinique de l'Université de Munich en 2021, souligne que le diagnostic médical a pour objectif l'identification des maladies, des pathologies ou des lésions expliquant des signes et les symptômes d'une personne. Ce diagnostic médical est donc centré sur la pathologie, la partie malade de l'être humain. De l'autre côté, l'infirmière intègre une vision plus globale de la santé, puisqu'elle intervient dans un cadre, un métaparadigme, qui intègre la personne, l'environnement dans lequel elle vit, sa quête de santé et de bien-être, et où l'infirmière y prodigue des soins infirmiers qui peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs. C'est la différence notable entre le soigner et le guérir, entre le cure et le care. Ils ne s'opposent pas, mais sont profondément complémentaires. L'un des objectifs des diagnostics infirmiers serait donc de favoriser un cadre commun pour remarquer, soigner, transmettre et réfléchir sur la situation. Les auteurs parlent de standardisation, j'apporterai le terme d'homogénéisation, qui est le bénéfice d'éviter l'idée de reproduction systématique d'actions sans y mettre de sens. D'autre part, ces diagnostics sont créés par des infirmières issues du terrain, qui apportent des soins au quotidien dans de nombreux pays. L'infirmière qui va les utiliser va donc bénéficier du travail de réflexion de très nombreuses autres infirmières. Ces diagnostics sont régulièrement réévalués et mis à jour pour répondre à l'évolution des soins, de la population et de l'environnement dans lequel les soins sont prodigués. Enfin, ces diagnostics s'appuient sur des niveaux de preuve scientifiques. Or, les infirmières et les étudiantes infirmières développent de plus en plus leurs actions en se basant sur des preuves scientifiques, nommées Evidence-Based Practice ou Evidence-Based Nursing. Pour l'ANANDA international, les diagnostics infirmiers sont classifiés en 13 domaines et 49 classes, dans ce qui est appelé une taxonomie. La promotion de la santé, la nutrition, l'élimination, l'échange, l'activité et le repos, la perception et la cognition, la perception de soi, les relations et les rôles, la sexualité, l'adaptation et la tolérance au stress, les principes de vie, la sécurité et la protection, le confort et la croissance et le développement. Comment et quand pouvons-nous intégrer les diagnostics infirmiers dans notre raisonnement clinique? Les diagnostics infirmiers, comme nous l'avons vu, interviennent à la fin des processus remarqués et interprétés du modèle de jugement clinique infirmier. C'est après avoir fait la synthèse des capacités et des incapacités de la personne, en prenant en compte son environnement et son désir de santé,
que l'infirmière va émettre un ou des jugements cliniques. Ce jugement clinique va lui permettre de poser des objectifs centrés sur les besoins du patient. De ces objectifs, l'infirmière définira alors des interventions, processus répondre, qu'elle évaluera et qu'elle comparera avec les objectifs initiaux. À partir de cette mesure de l'écart entre l'attendu et le réel, elle entrera dans une nouvelle boucle, un nouveau cycle, en remarquant les signes et symptômes résiduels qu'elle analysera, posera un nouveau jugement clinique, de nouveaux diagnostics infirmiers qui l'aideront à définir de nouvelles interventions qu'elle évaluera. Nous sommes bien dans un processus itératif, dynamique et non linéaire. Dans l'ouvrage de la Nanda, seule la définition, les caractéristiques, les facteurs favorisants, les populations à risque et les conditions associées sont détaillés. Les résultats attendus et les interventions ne sont pas abordés. Avant d'avancer plus loin, je voudrais faire une pause quelques instants sur les facteurs favorisants. En les étudiant de plus près, j'ai vu apparaître le côté face, ou pile comme vous voudrez, des objectifs vers lesquels tendre. Prenons un exemple, le diagnostic infirmier fatigue excessive, issu du domaine 4, activité repos, classe 3, équilibre énergétique. Dans les facteurs favorisants, nous retrouvons cycle de veille-sommeil modifié, symptômes dépressifs, anxiété excessive, niveau de stress élevé, connaissances inadéquates sur les besoins nutritionnels appropriés, et plus encore. Prenons maintenant un outil, une phrase qui nous permettra de construire un objectif centré sur la personne. Monsieur Martin sera capable de, ajoutons 3 verbes, savoir, pouvoir, vouloir, auxquels nous trouverons des synonymes. Quels objectifs vais-je définir si je sais que le facteur favorisant cycle de veille sommeil modifié est identifié? Je vais bien sûr faire en amont un recueil de données qui tentera de voir si c'est un problème de connaissance, de volonté ou de possibilité. Savoir, vouloir, pouvoir. Si la personne me dit qu'elle est sur son téléphone toute la soirée et qu'elle ne voit pas passer le temps, nous pourrions envisager plusieurs objectifs. Du côté du savoir, Monsieur Martin sera capable de repérer les risques de l'utilisation des écrans pendant la phase préparatoire au sommeil. Du côté du vouloir, Monsieur Martin sera capable d'identifier les bénéfices pour son confort de vie s'il améliore son cycle veille-sommeil. Enfin, du côté du pouvoir, Monsieur Martin sera capable de repérer son attachement à son téléphone comme étant problématique dans le cadre de son sommeil. Nous pourrions faire cet exercice pour l'ensemble des facteurs favorisants, ce qui permet de développer cette compétence de poser un objectif centré sur le patient. À partir de ces objectifs, l'infirmière pourra donc déterminer des interventions qui tenteront de répondre aux besoins du patient. 2 autres classifications ne sont pas intégrées dans l'ouvrage de la Nanda. Il s'agit de la NOC et de la NIC. La NOC, Nurse Outcomes Classification, qui définit les résultats attendus post-intervention infirmière, et la NIC, Nurse Intervention Classification, qui définit les interventions infirmières. La NIC et la NOC, bien que majoritairement encore d'actualité, n'ont pas été mises à jour depuis 2010. 3 classifications, 3 ouvrages différents ne facilitent pas la mise en lien. C'est ici que le Carpenito, le manuel de diagnostic infirmier, prend toute sa place. Le travail de mise en lien est d'abord initié en 1985 par J.B. Limpingcott pour 4 éditions, avant d'être repris en 1993 par Linda Joal Carpenito jusqu'à cette 16e édition. Dans cet ouvrage, vous retrouverez les éléments principaux de la taxonomie de la Nanda
version 2021-2023, mais également des propositions pour une évaluation ciblée de base, une évaluation ciblée étendue en fonction de certains domaines cliniques, psychiatrie, pédiatrie, ainsi que les interventions ciblées de base que l'on retrouve dans tous les milieux et des interventions spécifiques. Bien sûr, au vu de l'évolution régulière des diagnostics de la NANDA, le Carpenito s'appuie sur l'avant-dernière version de la taxonomie. L'infirmière pourra tout de même pleinement profiter de cet ouvrage pour étayer le projet de soins qu'elle envisagera. Ce que j'aime particulièrement dans cet ouvrage, ce sont les alertes cliniques, des encarts qui apportent des éléments complémentaires, comme des données épidémiologiques, des recherches scientifiques qui viennent enrichir la compréhension du diagnostic. Par exemple, je me suis penché sur le diagnostic infirmier incontinence urinaire. J'ai découvert qu'aux États-Unis, on estime que près de 50% des femmes adultes souffrent d'incontinence urinaire et que seul un quart des femmes symptomatiques demandent des soins. Ces apports complémentaires permettent à l'infirmière de mieux évaluer cette problématique au vu du nombre de personnes concernées. D'autre part, dans la taxonomie NANDA, vous remarquerez que certaines classes ne disposent pas encore de diagnostic infirmier. C'est le cas pour le domaine 2, nutrition, classe 2, digestion, ou encore le domaine 3, élimination et échange, classe 3, fonction tégumentaire. Ce n'est pas que l'infirmière n'a pas sa place dans ces domaines ou dans ces classes, mais c'est qu'il n'y a pas encore eu de consensus international pour valider un diagnostic infirmier. L'infirmière ne va bien sûr pas attendre qu'un diagnostic infirmier soit publié pour envisager des interventions. Dans le Carpenito, il y a des propositions de diagnostic qui pourraient être envisagées. Il reste à confirmer par la NANDA. Il est très probable que la plupart des infirmières n'utiliseront pas tous les diagnostics infirmiers. En fonction du lieu d'exercice, certains seront prévalents, reviendront régulièrement, tandis que d'autres ne seront pas utilisés. On constate que l'informatisation des dossiers de soins a favorisé l'émergence des diagnostics infirmiers dans certains établissements. En effet, l'utilisation d'une nomenclature commune est plus facile lorsqu'elle est numérique, avec des menus déroulants. D'ailleurs, de plus en plus de services les utilisent pour construire des macro-cibles. J'apporte ici un point de vigilance qui me semble important. Le fait de construire des macro-cibles permet sans doute de gagner du temps, mais le risque est de perdre en finesse d'apport de données exhaustives. La perte de l'habitude d'écrire, de déplier sa pensée, risque également de diminuer sa capacité d'analyse. Pour conclure sur les diagnostics infirmiers, et faisant le lien avec les vidéos précédentes autour du jugement clinique infirmier, les diagnostics infirmiers interviennent à la fin du processus interprété. Ils sont la résultante du raisonnement clinique et sont une mise en forme normée, homogénéisée du jugement clinique infirmier. Cela permet d'avoir un vocabulaire commun entre les professionnels, d'avoir un cadre commun de référence, cadre qui est sécure, puisqu'issu du terrain et validé par un consensus international. À partir de ces diagnostics infirmiers, l'infirmière va pouvoir fixer des objectifs centrés sur le patient en fonction de 3 types de capacités: savoir, vouloir, pouvoir. L'infirmière identifiera, à partir de ces objectifs, les interventions qu'elle mettra en œuvre, seule ou en pluridisciplinarité. Elle évaluera l'impact de ces interventions en comparant l'objectif initial, le résultat attendu et le résultat réel. En fonction du résultat réel, elle remarquera les différences, les interprétera et posera de nouveaux diagnostics et de nouvelles interventions. Les diagnostics infirmiers demeurent un outil, un livre de recettes, mais ce n'est pas le réel. C'est l'expertise infirmière qui déterminera si le diagnostic est pertinent dans la situation, si les interventions proposées se prêtent dans cette rencontre spécifique, singulière avec la personne.
Nous voici à la fin de cette vidéo consacrée au diagnostic infirmier à l'aide des ouvrages de la Nanda International et de Linda Joel Carpenito. Je vous invite à vous plonger dans ces deux ouvrages pour vous faire vos propres avis de ce que vous avez compris. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Que vous trouverez à la fin de la vidéo une situation sur laquelle vous allez pouvoir vous exercer. Bonjour à toutes et à tous, vous allez probablement me reconnaître, nous nous sommes vus il y a quelques semaines. Je m'appelle Julien Martin, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, Nicolas et Pimprenel. Je suis divorcé depuis quelques mois maintenant. Heureusement, je m'entends bien avec Valérie, mon ex-femme. Je suis dessinateur de bande dessinée pour un journal pour enfants. J'adore ça et mon travail semble très apprécié par les enfants. Une semaine sur 2, j'ai les enfants avec moi, j'en suis ravi. Je les emmène à vélo, à l'école. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Je revenais d'emmener les enfants lorsque soudain, un chien a traversé devant moi. J'ai réussi à l'éviter, mais immédiatement, j'ai eu très mal au niveau de l'épaule. Heureusement, les pompiers sont rapidement intervenus. J'ai été transféré à l'hôpital où j'ai été opéré. À travers ce cathéter est envoyée Au final, l'anesthésique locale qui bloque fracture, la conduction nerveuse de façon réversible. Immobilisation du bras droit pendant 6 semaines. J'ai mal. J'ai mis un 5 sur 10 à ma douleur. Je suis inquiet. Inquiet parce que je ne vais pas pouvoir dessiner pendant tout ce temps, au minimum 6 semaines. Inquiet parce que je suis auto-entrepreneur et que je ne sais pas si je vais réussir à trouver une solution avec la maison d'édition. Bon, ça suffit, Si ce n'est pas le cas, je vais être dans la panade du côté financier. Et puis, surtout, comment je vais pouvoir continuer d'accueillir Nicolas et Pimprenel? Plusieurs diagnostics en lien avec la situation pourraient être posés. Nous allons nous arrêter sur 2 diagnostics. Le premier est la douleur aiguë. Le second est l'anxiété excessive.